Des certitudes qui ne sont pas partagées par tous. Nous sommes à l'université d'Exeter, à l'autre bout de la Grande-Bretagne. Paul Johnston est responsable du laboratoire de recherche de Greenpeace. Il est possible que les taux de PCB et de dioxine soient très bas dans les farines alimentaires, mais ils ne seront jamais nuls parce que l'Atlantique Nord est l'un des plus grands réservoirs de PCB et de dioxine en raison des activités industrielles en Europe et aux États-Unis entre les années 40 et 70. Mais pourquoi le saumon assimile-t-il tout particulièrement les PCB? Le saumon est certainement naturellement gras. Il a une chair très grasse. Tout poisson qui sécrète de la graisse va plus facilement assimiler des produits comme les PCB, les dioxines, qui se fixent dans la graisse. Quand vous donnez à manger au saumon des farines de poisson, vous créez artificiellement un raccourci de la chaîne alimentaire et ils accumulent tous les PCB de cette chaîne. Ça pose un problème à long terme pour la santé des consommateurs de ce poisson. Alors, dangereux de manger du saumon? Le paradoxe, c'est qu'il est aussi très riche en oméga 3, comme tous les poissons gras. Voilà pourquoi les scientifiques sont partagés quant à sa consommation. Mais pour eux, ses bénéfices semblent contrebalancer sa toxicité. Le poisson est ce dont il se nourrit. Mais est-ce bon ce qu'on lui donne? En fait, le poisson est ce qu'il mange. Et dans ce cas-ci, si on lui donne des aliments qui sont appauvris en oméga 3, le poisson d'élevage sera lui-même appauvri en oméga 3. Et donc, ça se fera cette substitution se fera au détriment de la valeur nutritionnelle du poisson d'élevage. Le consommateur est vraiment floué parce que lui ne voit pas de l'extérieur, je dirais, de différence entre un produit riche en oméga 3 ou une truite pauvre en oméga 3. Entre 2000 et 2008, un poisson d'aquaculture a perdu en moyenne 30% de sa valeur en oméga 3. Tout ça, bien sûr, à l'insu du consommateur. Le thon et l'espadon, ce n'est peut-être pas si bon. Si on en mange trop, en tous les cas, c'est la Commission européenne qui tire un peu la sonnette d'alarme. En fait, ces poissons sont contaminés par du méthyle de mercure. Nous sommes de retour au seafood de Bruxelles. Mais pas facile de parler du méthyle de mercure avec les producteurs de thon. Des militants Greenpeace ont envahi le stand de la société Fuentes, l'une des plus importantes fermes de thon rouge de Méditerranée. Munis de calicot, ces militants réclament l'arrêt immédiat de la pêche au thon rouge. Ce qu'ils craignent, c'est son extinction pure et simple. Nous décidons de nous rendre directement au siège central de Fuentes. Il est dans le sud de l'Espagne. Nous avons beaucoup insisté pour rencontrer son directeur commercial. Son intention dans le futur est de reproduire le thon en captivité. Pour l'instant, nous sommes dans une période de transition. Il faut dire que tous les procédés ont besoin d'un début et ces débuts sont parfois difficiles. On a besoin de beaucoup de temps pour réussir parce que le thon a besoin de beaucoup de temps de croissance. Donc nous sommes dans une transition, mais l'objectif serait de réussir un cycle complet du thon pour devenir une vraie aquaculture. Mais ces recherches prendront encore une dizaine d'années. En attendant, les thons sont pêchés au large de la Méditerranée et se retrouvent dans ces cages. Pendant 6 mois, ils sont engraissés pour mieux répondre au goût des consommateurs de sushi et de sashimi. Pour élever nos thons, nous utilisons dans nos installations des poissons frais, comme des sardines, des maquereaux, des harengs ou des calmars, si on veut donner plus de graisse au thon et aussi une saveur spéciale. Autrement dit, un gavage intensif. Le thon est ensuite pêché, puis préparé pour la consommation. Mais qu'en est-il de ces taux de méthyle de mercure? Ici, à la ferme, nous avons nos propres laboratoires qui effectuent des tests quand nous devons envoyer du poisson frais. C'est vrai que notre poisson a un petit pourcentage de méthyle de mercure, semblable à l'espadon. Par contre, il n'y a pas de problème de métaux lourds. Fuentes possède plusieurs sites d'engraissement de thon. En sillonnant la côte, nous retrouverons l'un d'eux.
Les cages à thon sont au large d'une petite plage, à première vue, idyllique. Non loin de là, d'anciennes mines de plomb et de zinc. Il s'agit des mines de la Union, aujourd'hui désaffectées. Pendant des décennies, celles-ci ont déversé leurs déchets d'extraction toxique dans la mer et ont créé cette plage artificielle du Gorguel. Un bien curieux lieu, en vérité, pour y implanter des cages à thon. Ces poissons, comme le thon, l'espadon, le barracuda, ce sont des poissons qui sont situés au sommet des chaînes alimentaires. Donc ils concentrent dans leur tissu tous les polluants que l'on retrouve depuis le plancton, en passant par phytoplancton, zooplancton, petits poissons. Donc on retrouve en général dans leur tissu des concentrations importantes en polluants par le phénomène de biomagnification. Autrement dit, un petit poisson est pollué, mais faiblement. Un gros carnassier comme le thon avale une grosse quantité de petits poissons sur une longue période. Il accumule et concentre tous les polluants. Après 30 ans, ça fait un sérieux paquet. Krishnadas analysait des échantillons de thon de taille, d'âge, d'espèces et d'origines différents. Ses conclusions sont éloquentes. Le mercure est détectable dans tous les échantillons. En termes de concentration, bien pour le thon rouge de Méditerranée, on dépasse les 2,5 ppm, ce qui est plus de 2 fois supérieur aux normes européennes qui sont pour l'instant suggérées en termes d'alimentation. Donc ça reste quand même élevé.